bienvenue dans votre émission bimensuelle du mercredi avec les dealers de sciences sur les ondes de Radio Campus Bordeaux 88.1. C'est Chloé au micro, accompagnée par Lucie, que j'ai invitée pour vous parler de... Chloé, j'ai trouvé un truc de dingue, faut que je te montre. Oula, calme-toi, respire. Oh là là, tu n'arrives que maintenant? J'ai fait du thé mais il doit sûrement être froid. Où étais-tu passé? Pardon, j'ai juste trouvé un jeu incroyable sur le chemin au niveau des travaux de la fac. J'avais trop hâte de te le montrer. Les travaux de Montaigne? Oui, étonnant non? J'ai entendu un bruit venant des travaux et je me suis approchée et j'ai trouvé ce jeu, regarde. Ok, c'est terrifiant. Tu peux aller demander aux gens des travaux de le réenterrer sous le bâtiment F par exemple? Oh, mais non, arrête, t'es pas drôle, ce n'est qu'un jeu, allez, ça va te détendre un peu. Sache que j'étais très détendue avant que tu ramènes cette espèce d'artefact du diable qui fait du bruit. Choisis un pion au lieu de raconter des sottises. Bon, vu que c'est la dictature ici, je vais choisir l'espèce de mage là. Ça me correspond plutôt bien. Super, moi je vais prendre l'éléphant. Par contre, on fait qu'une partie, hein. Je crois que nos auditeurs nous ont déjà assez attendus. Oui, t'inquiète, promis. Par contre, j'ai pas trouvé les règles du jeu, donc on va faire au feeling. Hein. Je pense qu'il faut lancer les dés pour commencer. Super organisé, dis-moi. Allez, je lance. Bonjour. Mais c'est qui lui? Tu vois, c'était une mauvaise idée. Un inconnu dans la maison. Bonjour. Bienvenue dans ce jeu palpitant. Cela fait bien longtemps qu'une partie n'a pas été lancée. Laissez-moi vous expliquer les règles du jeu. Ah, tu vois, on les a trouvées les règles du jeu, Chloé. Oui, eh bien ça s'appelle surtout entrer par réfraction chez autrui. Allez, oust! Oh, tu exagères, ce monsieur a l'air très gentil. Écoutons ce qu'il a à dire. Les règles du jeu sont simples. Lancez les dés et avancez vos pions sur le plateau pour atteindre la case finale. Sur chaque case, un défi vous attend. Mais avant, laissez-moi vous conter quelques actualités scientifiques. Oh là là, comment je vais expliquer qu'un présentateur de JT a jailli dans mon salon? Personne ne me croira. C'est vrai que c'est très original comme jeu, ha. Ça fera une bonne anecdote à raconter. Écoutons les actualités scientifiques alors. Attention, tout n'est pas fun. Comment ça? Eh bien en fait, énormément d'espèces sur Terre montrent une perte de diversité génétique. Ah oui, je sais, c'est pas genre il y a de moins en moins d'espèces sur Terre ou un truc dans le style? Pas tout à fait. Je vais partir du début du coup. Alors, la variation génétique, c'est ce qui permet à une espèce de s'adapter au changement climatique, à l'apparition de nouvelles maladies et à l'entrée en scène de nouveaux prédateurs. Ah. Un patrimoine génétique légèrement différent peut permettre à certains individus de s'en sortir en temps de crise. C'est pour ça que des défenseurs de l'environnement s'inquiétaient déjà de la diminution de la diversité génétique chez les espèces menacées. Mais une nouvelle étude indique que certains animaux ou plantes dont les populations semblent en bonne santé perdent également de la diversité génétique à mesure que leur nombre ou leurs aires de répartition diminuent, sous l'effet de pression comme le changement climatique par exemple. Deborah Lee, une généticienne et spécialiste, appelle ce phénomène l'extinction silencieuse. Et maintenant, si je vous dis biodiversité, ça vous fait penser à quoi ? La jungle tropicale avec les animaux et les plantes qui vont avec. Moi, tous les petits poissons qui vivent dans les coraux, c'est trop beau. Eh bien en fait, la biodiversité prend en compte toutes les différences au sein de chaque espèce de cette jungle ou de ce récif corallien par exemple. Pour mieux expliquer tout ça, une équipe internationale de chercheurs a rassemblé près de 882 articles sur une période de 34 ans qui retracent les changements de diversité au sein d'espèces individuelles en analysant leur ADN à au moins 2 moments. C'est beaucoup, dis donc. Résultat, sur les 628 espèces étudiées, les 2 tiers sont en déclin de diversité et comme dit avant, ça signifie que ces espèces pourraient être moins résistantes que prévu aux changements environnementaux. Cependant, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Des solutions existent, comme par exemple faire étendre et protéger leur habitat, introduire de nouveaux individus dans des populations en déclin, ou encore à relier deux populations qui seraient isolées. À noter qu'il est relativement difficile et coûteux de mesurer directement la diversité génétique. Pas génial. En plus de pop de nulle part, il plombe l'ambiance directe. Chelou ton Paul, Lucie. Promis, je le connais pas, hein. Tip top, surtout que j'ai pas fini. Voilà. Ah non mais continue, hein. C'est super. Ouais. Ben maintenant, j'ai une sorte de légende urbaine à vous raconter. Je t'écoute. Cette légende raconte que si vous vous promenez sur la Old Light Road à Somerville en Caroline du Sud, vous pourrez alors apercevoir une étrange lueur planant au-dessus d'une voie ferrée abandonnée dans les bois avoisinants. Ok, pas trop rassuré là. Les anciens vous diront qu'il s'agit d'une lanterne spectrale tenue par l'apparition d'une femme à la recherche de la tête de son mari décapité, et les locaux qui s'y promènent, des fois en voiture, ressentent même des tremblements. Vas-y, maintenant il devient de plus en plus flippant. Oh, vous êtes pas fun vous, hein. Je voulais juste vous dire qu'en fait c'est que des pipeaux cette histoire. C'est juste des petits tremblements de terre qui libèrent des gaz comme du radon ou du méthane et qui au contact de l'oxygène vont s'enflammer. Et voilà, il est tout chafouin maintenant, Chloé. Bravo. Mais c'est lui là aussi, il est bizarre. Je vais faire comme si j'avais rien entendu, hein. Bonne partie. Ah, ok, la partie commence directement là.
Oui, je crois qu'il se passe un truc là. On se fait aspirer par le jeu. Au secours! Oula, il vient de se passer quoi là? Et où sommes-nous? On devrait faire quoi maintenant? Lucie! J'en ai aucune idée, mais c'était drôle, non? Je sais pas si j'aurais employé ce mot, mais oui, pourquoi pas? Regarde une cassette. Il y a de quoi l'écouter en plus, ça peut être sympa. Ça dépend. Elle parle de quoi ta cassette? C'est marqué l'histoire dans le cinéma, interview de Clément Puget par Willis. Ça a l'air intéressant, non? Oui, allez, si ça te fait plaisir. Ça me permettra de reprendre mes esprits. Bonjour Clément Puget, merci d'être avec nous pour notre émission Science à l'antenne et notre 9e émission à propos du cinéma. Vous êtes historien de formation et enseignant-chercheur depuis 2011, maître de conférences en cinéma et audiovisuel à l'Université Bordeaux-Montaigne, membre de l'unité de recherche ARTES et chercheur associé à l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel IRCAV Paris-Sorbonne Nouvelle, et depuis 2022, directeur du département art à l'Université Bordeaux-Montaigne. Pour commencer notre échange, pourriez-vous présenter brièvement votre parcours et votre travail auprès de nos auditeurs? Oui, bien sûr. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, vous avez dit pas mal de choses là, sur mon profil, en effet, de chercheur. Tout a commencé pour moi à l'université Bordeaux-Montaigne, qui s'appelait à l'époque Bordeaux 3, puisque j'y suis entré en 1996, après mon baccalauréat. Et à l'époque, donc, je suis entré en fac d'histoire, comme on disait, donc dans le département d'histoire. Ce n'est que à partir du M1, qu'on appelait à l'époque la maîtrise, que j'ai bifurqué vers le cinéma. D'abord, c'était officieux. En histoire, j'ai fait un mémoire sur l'histoire et le cinéma. Et puis ensuite, en DEA, c'est-à-dire en M2, aujourd'hui on dirait ça, en M2, je suis passé officiellement en cinéma. Donc mon inscription a changé de département. Et j'ai donc fait ce M2, qu'on appelait à l'époque un DEA, en cinéma audiovisuel, toujours en rapport avec l'histoire. Une fois que ça a été terminé, donc c'était en 2001, je me suis inscrit en thèse de doctorat à Bordeaux-Montaigne toujours, mais j'ai quitté la région pour aller vers Paris où les recherches étaient plus commodes par rapport à mon sujet qui était relatif à la Grande Guerre 14-18 et au cinéma. Donc j'ai fait une thèse de doctorat et cette thèse de doctorat, eh ben, je l'ai terminée après un certain nombre d'années, comme souvent en thèse. Je l'ai terminée en 2006. Je l'ai soutenue à Bordeaux-Montaigne, puisque c'était toujours mon université d'inscription, Bordeaux 3 à l'époque, en 2006, décembre 2006 pour être précis. Donc ça, c'est le parcours universitaire qui explique pourquoi je suis maître de conférence aujourd'hui dans cette université. Vous concluez du coup votre parcours universitaire par un doctorat. Votre thèse portait sur la bataille de Verdun et son traitement dans le cinéma. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oui, alors ce sujet, justement, c'est pas quelque chose auquel je pensais depuis très longtemps. Hein, c'était pas une passion justement au départ, forcément. Je connaissais un peu la guerre 14-18, évidemment, mais quand on fait une thèse de doctorat, je pense dans n'importe quelle discipline, ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir une approche un petit peu originale, en tout cas distincte de ce qui a déjà été fait. Et sur le sujet de 14-18, il y avait un collègue avec qui je travaille beaucoup encore aujourd'hui, qui s'appelle Laurent Verret, qui avait étudié l'ensemble du cinéma militaire, celui fait par l'armée, pendant cette grande guerre. Donc, évidemment, il ne s'agissait pas de refaire ça ou de répéter plus ou moins les travaux d'autres collègues, ça n'avait pas d'intérêt. En anglais aussi, il y avait eu des travaux de ce type-là. Et avec mon directeur de thèse, Jean-Pierre Bertin-Maguit, donc qui était professeur en cinéma, mais historien de formation aussi, on a discuté et on s'est demandé, on a cherché justement un sujet qui serait pertinent. Et il se trouve que cette bataille de Verdun est apparue comme quelque chose, peut-être pas d'évident, mais en tout cas qui pouvait être une bonne idée, parce que ça n'avait pas été traité déjà. Hein, personne n'avait abordé cet événement dans le cinéma. Et surtout, isoler cette bataille, c'était aussi travailler sur la notion de bataille et sur la notion d'événement, justement, au cinéma. Et voir dans quelle mesure des films, certes, pouvaient mettre en scène toujours la guerre ou quelque chose de l'histoire, mais précisément, face à une bataille, qu'est-ce que le cinéma pouvait faire? Et donc, cette bataille de Verdun, qui a un impact quand même important dans la Grande Guerre, qui est la bataille la plus longue, qui fait énormément de victimes et qui s'inscrit dans une historiographie de la Grande Guerre assez connue, évidemment, eh bien, cette bataille m'a semblé voilà, finalement le bon sujet pour traiter de ce défi que le cinéma se lance
en abordant ce type d'événement. Donc c'est venu de là. Il y avait aussi un certain nombre de films qui existaient, ce qui n'était pas le cas pour toutes les batailles. Donc là aussi, c'est vrai, plus la bataille est connue, plus évidemment il y a eu des productions culturelles autour. Donc c'était aussi une raison. Mais c'est vrai que plutôt que de dire on allait faire cinéma et guerre mondiale, il fallait préciser et trouver un angle. Et cet angle, c'était justement le traitement de l'événement bataille par le cinéma. Il me semble que vous avez travaillé sur des productions qui ont lieu quelques années après la bataille de Verdun, dans les années 20. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus sur, il me semble qu'il y a même certains d'entre eux ont utilisé des vétérans qui ont dû jouer dans ces films-là. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Oui, tout à fait. Alors, pour justement traiter de la bataille, je suis parti, on va dire, aux sources de l'événement, aux sources cinématographiques de l'événement, qui sont d'abord des films faits pendant la bataille. Il y en a peu, mais et ils sont pas très longs, mais il y a un matériau qui existe, et donc déjà il y a une tentative pendant l'événement, alors même que la bataille n'est pas finie, il y a une tentative justement de la mettre en images. Donc ces images m'ont intéressé. Ces plans, ces fragments, ces films d'archives, comme on dit, étaient produits par l'armée et ils m'ont intéressé, évidemment, je ne pouvais pas les ignorer. Ensuite, venait l'après-guerre. C'est-à-dire qu'une fois la guerre terminée, la bataille terminée et la guerre terminée en 18-19, les films sont faits, des films de fiction sont faits sur la guerre. Et là, en effet, dans les années 20, comme vous dites, il y a quelques films. On peut citer par exemple Verdun Vision d'Histoire, un film de Léon Poirier, qui est le film sur Verdun le plus important, je dirais, en durée et aussi en quantité de documentation sur la bataille. Ce film, justement, mais c'est pas le seul, emploie des vétérans, comme vous l'avez dit, des anciens combattants, donc des gens qui deviennent acteurs pour le film, mais qui en réalité ne sont pas des acteurs professionnels du tout, et surtout ont vécu, en l'occurrence, la bataille de Verdun. Et c'est pour ça que le réalisateur Léon Poirier les convoque, les invite à faire ce film, les paie aussi, bien sûr, ils deviennent des acteurs pour l'occasion, et on les retrouve dans ce film comme, je dirais, un gage d'authenticité. C'était aussi pour Léon Poirier, dans la publicité autour du film et la promotion évidemment de l'œuvre cinématographique, il y avait un argument à dire, voilà, ce sont des anciens combattants que vous allez voir à l'écran, et évidemment, qui mieux qu'eux pouvait connaître le déroulé de la bataille et ce qu'ils avaient ressenti à l'époque. Mais ça revenait pour eux aussi à rejouer en quelque sorte la guerre. Et ça, c'est aussi assez particulier. Tous n'ont pas voulu le faire d'ailleurs, c'était pas non plus évident, mais certains, évidemment, l'ont souhaité. Et si je prends un ancien combattant un peu plus illustre, un peu plus connu, on peut même parler de Philippe Pétain, qui à l'époque est général dans l'armée, et notamment à Verdun. C'est un des généraux importants. Il dirige pendant un temps la bataille de Verdun. Et Pétain, donc en 1927, est contacté par Léon Poirier, le réalisateur du film Verdun Vision d'Histoire, et Poirier lui demande s'il accepterait de jouer dans son film. Donc Pétain est un peu étonné, il se demande pourquoi, et finalement c'est une bonne idée de la part de Poirier, parce que Pétain a été présent dans le tout début de la bataille de Verdun, il a eu un rôle déterminant au lendemain de la perte du fort de Douaumont, mais à ce moment-là, son arrivée sur le théâtre d'opération du champ de bataille, il n'y a pas d'image, personne n'a filmé. Et donc Poirier se dit, comme il a envie de mettre en scène cette arrivée de Pétain à Verdun la nuit du 25 février, eh bien il se dit, pourquoi pas finalement demander à Pétain, comme il l'a fait à d'autres anciens combattants, de rejouer une scène qui n'a jamais été filmée. Et c'est ce qu'ils vont faire pour le film. Donc quand vous voyez le film, vous voyez Pétain apparaître, vous pouvez croire que c'est le Pétain de l'époque, de 1916, et en fait pas du tout, c'est Pétain en 27 qui rejoue son rôle. Est-ce que vous avez travaillé sur l'évolution du traitement du cinéma, de comment ils ont traité Verdun et plus largement la Première Guerre mondiale, entre cette période-là et aujourd'hui, sur 100 ans, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, oui, j'ai regardé tout ça évidemment. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur 100 ans, comme vous le suggérez, c'est assez énorme. Évidemment, on continue aujourd'hui, en 2025, on continue à faire des films sur la Grande Guerre, 14-18, peut-être sur Verdun. Là, j'en ai pas en tête qui va sortir bientôt, mais après tout, pourquoi pas? Ce serait pas impossible. Alors, plusieurs choses. Oui, à propos de Verdun, donc la bataille va par moment, dans certaines décennies, réapparaître au gré des films. En 1938, par exemple,
donc une dizaine d'années après le film de Poirier, Abel Gans décide lui aussi de convoquer cette bataille dans un film qui s'appelle J'accuse en 38. Donc c'est ce second film qui s'intitule J'accuse, il en avait fait en 19. Et là, Verdun prend pas mal de place dans le sens où finalement on voit rien de la bataille, mais le personnage principal est un ancien combattant de Verdun. Et il en parle régulièrement, et il se déplace même sur le champ de bataille dans le temps de paix, puisqu'on est dans les années 30. La diégèse filmique, l'histoire que raconte le film, elle se situe à la fin des années 30, à peu près au moment même où le film sort d'ailleurs. Et cet ancien combattant, justement, il retourne à Verdun dans quelque chose qui ressemble à un pèlerinage en fait. Donc le nom de Verdun est là, le lieu, le souvenir de cette bataille. Donc finalement, l'événement, vous voyez, réapparaît en quelque sorte, mais au gré d'un prisme mémoriel, on pourrait dire. Ensuite, il y a d'autres films qui vont citer l'année 1916, la bataille de Verdun, de manière plus ou moins évidente. Parfois, c'est seulement au gré d'un dialogue ou d'un petit échange très court. Donc, il y a des films où il y a très peu de choses sur Verdun et puis d'autres où vous avez 1 heure consacrée au sujet. Donc, c'est très variable. Et ça, on le voit dans les années 60, 70. Voilà, et ça continue. Il y a un film Cessez le feu, je vous dis ça de tête, je ne l'ai pas sous les yeux, qui est sorti au début de l'année 2000. Je n'ai plus exactement le souvenir précis, peut-être même les années 2010, d'Emmanuel Courcol, qui mentionnait aussi cette bataille de Verdun, puisque le personnage principal qu'on voit dans le film Cessez le feu est joué par Romain Duris, et Romain Duris est un ancien combattant de Verdun. On le découvre dans le récit qu'il fait de la Grande Guerre. Donc c'est assez amusant de voir que finalement, dans ce film où il n'est pas question a priori de Verdun, eh bien c'est cette bataille qui ressurgit. Et puis dernier exemple, dans le film de Christian Carion, qui était sorti en 2006, me semble-t-il, 2005 ou 2006. Christian Carion racontait la trêve de Noël, les fraternisations de Noël 14, qui est un événement connu de la Grande Guerre et avéré. Donc son film est là-dessus. Et à la fin de son film, le lieutenant, il me semble bien, qui est joué par Guillaume Canet, qui est sanctionné pour avoir fraternisé avec l'ennemi allemand, justement. Et comme sanction, on lui impose de partir à Verdun. C'est ce qu'on dit dans le dialogue. Et donc là aussi, on comprend que Verdun, c'est l'enfer, c'est l'horreur, c'est le chaos total, et c'est la sanction ultime, donnant de l'importance au lieu et appelant peut-être, de manière un peu anachronique d'ailleurs dans ce film, cette bataille, qui en fait n'a pas encore eu lieu dans le film. Donc là aussi, vous voyez, Verdun ressurgit, alors qu'on ne s'y attend pas du tout, et on se dit que finalement, ce nom a beaucoup d'importance pour les artistes, pour les historiens évidemment, et d'une manière générale dans la société, on peut l'imaginer. Après, sur le traitement plus général de la guerre, et je termine là-dessus, on peut dire aussi que finalement, les films ont cherché à raconter les événements précis de la guerre pendant un certain nombre d'années jusqu'à la Seconde Guerre mondiale sans doute. Et puis on voit que dans les années 50-60, on a des films qui sont un peu plus dénonciateurs de la guerre, voire même antimilitaristes pour certains, et qui traitent de cette Première Guerre mondiale. Donc c'est vrai que l'approche de la guerre a beaucoup évolué. On s'est intéressé de plus en plus dans les années 80-90. On peut penser à des films de Bertrand Tavernier, par exemple, aux blessures de guerre, au traumatisme, au choc post-traumatique, qui est aussi quelque chose de spécifique et d'identifié pendant la Grande Guerre. Et donc, vous avez des films qui, finalement, mettent en scène un peu moins de héros et un peu plus de victimes, avec des catégories d'âge et de sexe aussi plus diversifiées. Les femmes trouvent une place plus régulièrement dans les films des, on va dire, 20 dernières années, c'est évident, voire même parfois elles en sont le cœur même du récit. Les Gardiennes, par exemple, c'était un film justement sur les femmes pendant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, il y a une évolution certaine qui correspond aussi à une évolution de la société, évidemment, et au goût que l'on a aujourd'hui pour des sujets qui étaient moins intéressants, en tout cas jugés comme tels, il y a une trentaine, quarantaine d'années. Mais je dirais que la Grande Guerre a aussi peut-être un peu perdu en intensité dans le cinéma, au sens où elle mobilise peut-être moins les artistes, qui se concentrent, c'est logique aussi, sur des conflits plus récents. Donc c'est vrai que ce sujet de 14-18, on peut se demander si finalement, dans 10 ans, 20 ans, il sera encore aussi présent. Peut-être, c'est difficile à dire. En tout cas, il n'a jamais disparu du cinéma depuis plus d'un siècle, comme vous l'indiquez. En 2022, vous sortez À la recherche de l'histoire du cinéma en France, 1908-1919.
Lieu, source et objet. À la recherche de l'histoire du cinéma, 1908-19. Je parlais tout à l'heure de Laurent Verret, justement, un collègue qui est spécialiste de la Grande Guerre et du cinéma, qui a fait des travaux avant moi sur ces questions-là. Et c'est avec lui, justement, qu'on a co-dirigé cet ouvrage qui est édité aux presses universitaires de Bordeaux, sur un programme donc très différent là, du cœur de mes recherches, on peut dire, puisque la question n'est pas tant de l'histoire dans le cinéma, mais plutôt de l'histoire du cinéma, ce qui est un champ qui a l'air proche, mais en même temps qui est très différent, et donc plutôt du côté de l'histoire culturelle, on pourrait dire aussi. Ce livre, donc, il est issu, et c'est le résultat, on va dire, de plusieurs années de recherche collective avec tout un groupe, en fait, de chercheurs d'universités différentes, parfois même étrangères, surtout françaises quand même, et aussi de représentants et chercheurs d'instituts et de lieux d'archives, archives nationales, archives départementales, Cinémathèque française, Fondation Pathé-Gaumont, bon voilà, il y a tout un tas de lieux et d'institutions représentés. Et donc, c'est tout ce collectif, tous ces gens qui ont participé à ce programme de recherche qu'on a dirigé ensemble avec Laurent Verret, autour justement du cinéma de ces années-là. Alors, précisément 1908-19, pourquoi ? Parce qu'on souhaitait d'abord inclure le temps de guerre, donc évidemment là-dedans il y a 14-18, mais on ne voulait pas non plus l'isoler et donner l'impression, parce qu'elle serait fausse, que finalement le cinéma pendant le temps de guerre avait été extrêmement différent du cinéma justement d'avant-guerre ou d'après-guerre. En réalité, il y a une relative continuité qu'on peut observer, et c'est pour ça qu'on a étendu les bornes en disant déjà qu'on irait jusqu'en 19, parce que finalement il fallait aussi sortir de la guerre pour voir les conséquences de celle-ci, et il fallait commencer bien en amont. Pourquoi en 1908 ? Parce que c'est le moment, à partir de 1907-1908, c'est le moment où finalement le cinéma s'intéresse à l'actualité, et Pathé d'une part et Gaumont d'autre part vont créer des journaux d'actualité filmiques. Donc les gens à l'époque vont au cinéma voir les actualités, il n'y a pas de télévision évidemment, et c'est vraiment à ce moment-là que Pathé et Gaumont ont justement pris ce virage, on va dire, de l'actualité cinématographique qui a eu beaucoup de succès. Donc c'est un bon point de départ. On peut aussi dire que ce début de période, c'est aussi celui qu'on appelle de la sédentarisation des cinémas. Et finalement, avant cela, depuis le début du siècle, on pouvait découvrir le cinéma et les films dans des endroits très différents les uns des autres. On va dire qu'on pouvait voir un film dans un café, on pouvait le voir dans une salle municipale, et parfois dans un théâtre où on jouait surtout des pièces de théâtre. Donc il y avait énormément de lieux très différents pour découvrir le cinéma à l'époque. Et à partir, là aussi, de la fin des années 1900, presque 1910, donc on est dans cette chronologie-là, eh bien, des salles de cinéma dédiées sont construites, et de plus en plus. Donc la sédentarisation, c'est vraiment aussi un point de départ important pour comprendre ce qu'est devenu le cinéma, qui ressemble à peu près à ce qu'on connaît aujourd'hui, des salles dédiées. Vous n'allez pas ou rarement dans un théâtre pour voir du cinéma. Donc voilà, ça c'est aussi la question du point de départ. Alors après, vous disiez oui que les films ont souvent été perdus dans cette période. La pellicule était inflammable et c'était extrêmement difficile, délicat et risqué aussi de conserver le cinéma ou d'essayer de le conserver. Évidemment, ensuite, ça s'est amélioré. Donc, on a travaillé sur les films, bien sûr, et il y en a beaucoup de disponibles, notamment aux archives filmiques du CNC, du Centre national de la cinématographie. Mais le programme de recherche voulait aussi, et en grande partie, travailler sur les sources qui n'étaient pas filmiques, c'est-à-dire quels sont tous les documents qui existent aujourd'hui encore et qui ne sont pas des films, mais qui nous renseignent sur l'histoire des films, sur l'histoire du cinéma. Donc ça a commencé par un grand intérêt pour les programmes de cinéma, puisqu'en effet, à l'époque, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, quand vous alliez au cinéma voir un film, il y avait un programme. Et en fait, il y avait un programme, pourquoi ? Parce qu'on allait rarement voir un film. On allait souvent voir des actualités, on allait voir des documentaires de formes très diverses, parfois sur la nature ou sur le sport ou sur l'exploration, les montagnes, le littoral. Et puis, on voyait aussi dans cette même séance une fiction, voire deux fictions. Donc en fait, ça faisait plusieurs programmes à découvrir.
Et donc, il y avait un programme pour présenter ça. Il y avait toute une trame. La soirée était ponctuée par des animations, parfois aussi. Il y avait des spectacles on pourrait dire de cirque, en tout cas des acrobaties, des spectacles d'humour. Parfois, il y avait du chant, des prestations donc de choristes. Tout ça, c'était une séance de cinéma. Et donc, ces programmes sont très intéressants, très riches pour comprendre comment, à l'époque, eh bien, on faisait du cinéma et comment on découvrait et appréhendait le cinéma. Donc ça, c'était un point très important pour nous. Et puis, on est allé retrouver dans des archives assez surprenantes aussi, par exemple les archives notariales qui sont conservées aux archives de France, nous ont permis aussi de découvrir un certain nombre d'éléments sur le financement des films, sur les liens entre différentes personnes qui avaient contribué à la réalisation de telle ou telle œuvre, etc. Donc c'est vrai que c'était des archives qui parfois semblaient très éloignées du cinéma et qui en fait permettaient de le documenter beaucoup. Maintenant, je voudrais aussi parler d'un autre livre que vous avez écrit en 2020, L'histoire en images, l'œuvre audiovisuelle de Marc Ferraud. Est-ce que vous pouvez nous présenter la figure de Marc Ferraud et en quoi il est important dans l'étude de l'histoire via le cinéma? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un ouvrage aussi collectif. Alors là, on est quatre à l'avoir réalisé, dirigé, avec beaucoup de collègues qui ont contribué aussi. Hein, ces œuvres-là sont vraiment collectives. Donc j'ai fait ce bouquin avec Mathias Steinle, Martin Goutte et Sébastien Layard, qui sont des collègues de l'Université Paris 3 de la Sorbonne Nouvelle. Et c'est aussi pour ça que je suis lié à cette université depuis très longtemps. J'y ai enseigné au tout début d'ailleurs. On avait ce projet depuis longtemps, avec, on peut rajouter aussi des gens comme mon ex-directeur de thèse, justement, Jean-Pierre Bertin-Maguit, Laurent Verret, Christian Fegelson, qui étaient des collègues de Sorbonne Nouvelle, qui voulaient, comme nous, rendre hommage à Marc Ferraud, au travail de Marc Ferraud, qui est décédé il y a peu de temps. Quand on a commencé ce projet, il était encore avec nous, même si bien fatigué. Pourquoi? Parce que Marc Ferraud est un des pionniers, c'est peut-être pas le seul, hein, sans doute, mais c'est un des pionniers de l'étude à l'université des rapports entre histoire et cinéma. Et il a commencé ça donc en France, hein, je parle du cas français, il a commencé ça au milieu des années 60 et il l'a fait très vite, à la fois en écrivant, bien sûr, ce qui est logique pour un universitaire, mais aussi en faisant des films. Et donc ce bouquin raconte pas tant finalement tout le travail écrit de Marc Ferraud, qui est connu et qu'on a déjà étudié, mais il parle et il traite de cette œuvre audiovisuelle, c'est-à-dire de tout le travail audiovisuel que Ferraud a initié. Parfois, il a réalisé des films, parfois, il les a écrits simplement, il les a aussi portés, on peut dire, défendus. Il a été un conseiller historique pour certains, etc. Donc, il a des rôles très différents qui constituent une œuvre audiovisuelle conséquente avec des centaines, on peut même dire, si on compte tous les épisodes, presque des milliers, finalement, de films très courts, des films en 1 minute. C'était très intéressant cet exercice, jusqu'à des longs métrages. Ferraud a participé au film Pétain de Jean Marbeuf, fiction de long métrage de cinéma, où il a été conseiller historique puisqu'il avait écrit lui-même un bouquin sur Pétain. Donc voilà, Ferraud, c'est une figure très importante dans les études en histoire et cinéma, et un des premiers, comme je vous disais, à avoir osé aller vers cela, parce que finalement, il faut bien se rendre compte que dans les années 60, la communauté historienne en France n'était pas forcément très encline à aller vers le cinéma ou à s'intéresser au cinéma, qui semblait peut-être pas assez sérieux, ou en tout cas un peu étrange pour un historien qui le prenait comme source finalement d'études du passé. Donc Ferraud a eu cette audace, il a pas toujours été compris, mais il a été quand même soutenu. Il a ensuite co-dirigé la Revue des Annales, évidemment bien connue des historiens, et donc il a réussi petit à petit, hein, avec difficulté, comme il le disait souvent, mais petit à petit quand même, à faire entrer le cinéma dans les départements d'histoire, dans les instituts d'histoire. Et la preuve en est que, évidemment, je suis là pour vous le confirmer. Après voilà, un certain nombre d'années, on est plusieurs, avec les collègues que j'ai cités, à être un peu des héritiers, finalement, de cette tendance-là, et de Ferraud, bien sûr, mais aussi de tout un mouvement qu'il avait avec lui et derrière lui. Merci beaucoup Clément Puget pour vos réponses. Merci à vous. Ah, c'était hyper intéressant, tu trouves pas, Chloé?
J'avoue que j'ai été mauvaise langue. Par contre, on ne sait toujours pas ce qu'on doit faire. On est dans un jeu, je te rappelle. Regarde, j'ai trouvé une autre cassette. C'est marqué Run Boy Run de Woodkid dessus. Je connais pas du tout. Je vais la mettre. Lucie, le jeu, je ne veux pas rester ici. Oups, trop tard, je l'ai mise. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Always another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a mother boy. But for now it's time to run, it's time to run. Fight is a journey to run, boy, run. The secret inside of you, run, boy, run. This race is a prophecy, run, boy, run. And disappear in the trees. Tomorrow is another day, hey. You don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Tomorrow is another day, hey. When the night fades away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. C'est bon, on peut jouer maintenant. Je veux vraiment revenir dans notre monde. Oh, arrête, elle était super chouette cette musique. Et tu veux aller où d'abord? Eh mais regarde, qui va là? C'est Chloé et Lucie les chippies. Salut les filles, ça faisait longtemps vous avez pas vu. Coucou les copains, quoi de neuf? On ne s'attendait pas à vous croiser. Tu crois que ça fait partie du jeu? D'ailleurs, à quelle année on est? On est en 2025 dans notre dimension. Ça fait déjà 5 ans qu'on t'a pas revu. Oh waouh, le temps passe de la même manière, pas de la même manière ici. Ça fait que 5 minutes que j'ai lancé le dé. Mais sinon, vous étiez en train de parler de quoi? On était en pleine discussion sur les animaux dans le cinéma. Je parlais notamment de la controverse récente sur le dernier film de Franck Dubosc qui a mis en scène un ours issu du centre de dressage de Pierre Cadéac, alors déjà condamné pour plusieurs actes de maltraitance animale sévères bien avant le début du tournage de ce film. Ah bon? Mais c'est dingue! Les animaux ont toujours eu une part importante dans le cinéma, et les débats qui tournent autour de leur présence devant la caméra ne datent pas d'hier. Entre les documentaires et les longs métrages, un grand nombre de polémiques ont eu lieu et animent aujourd'hui un débat houleux à l'heure des effets spéciaux et des images de synthèse. C'est vrai que je me souviens du film Cheval de guerre par exemple, qui suit un cheval pendant toute la Première Guerre mondiale. Et à la suite du film, des articles avaient dénoncé que certains des chevaux utilisés avaient été maltraités, dont un qui avait été malheureusement euthanasié pendant le tournage. Mais si intégrer les animaux dans une œuvre filmographique expose forcément un risque de maltraitance,
ou bien fausse le message envoyé, pourquoi ne pas recourir obligatoirement aux images de synthèse ? Le problème, c'est que créer des effets spéciaux crédibles coûte infiniment plus cher que de recourir à de vrais acteurs. Cela demande du temps, de l'argent et des expertises que peu de projets peuvent se permettre de financer. Après, il y a aussi des réalisateurs qui prennent le pari inverse et créent toute une faune virtuelle pour leur projet. C'est le cas d'Avatar par exemple. Oui, c'est vrai. Si cela peut échapper à certains yeux car le film insiste assez peu dessus, la faune et la flore de la franchise suivent une rigueur scientifique extrêmement pointilleuse. Chaque créature apparaissant dans le film appartenant à une logique scientifique d'anatomie, de comportement et même de phylogénie très précise. Une étude a été conduite par des vrais chercheurs pour créer un écosystème imaginaire mais pertinent. C'est le principe de l'évolution spéculative, souvent repris dans les œuvres de monde extraterrestre ou futuriste. Mais en vrai, quelle est la solution si les contraintes financières empêchent le recours aux animaux de dressage ? Peut-être faudrait-il interdire tout simplement la présence d'animaux réels dans le monde cinématographique, même si certains diront que cela pourrait affaiblir l'économie du cinéma. Pas forcément. Les cirques ont bien été contraints de se débarrasser de tous leurs animaux non domestiques depuis maintenant plusieurs années, et cela n'a au final pas empêché ce secteur de continuer à se développer. En effet, la place libérée par ces représentations s'est rapidement comblée par une offre plus diversifiée de shows humains. Cet événement, qui a forcé les cirques à s'adapter, n'a donc pas été un bâton dans les roues du secteur, mais un simple changement qui n'a pas menacé l'industrie du spectacle. Il en va de même pour les animaux au cinéma. Si l'aspect spectaculaire de la faune est souvent utilisé, il est possible de penser à des alternatives et à développer d'autres formes de représentation pour éblouir le public. Mais en soi, est-ce qu'on est vraiment obligé de les interdire ? Il n'y a pas déjà des règles pour protéger les animaux dans le cinéma ? Non, pas vraiment. En fait, on applique les règles générales dans ce cas. Donc en cas de maltraitance, il y a une peine de prison avec une amende, mais pas de réglementation propre au cinéma. Après, tous les animaux ne sont pas maltraités lors des tournages. C'est vrai, on peut prendre comme exemple Messi, le chien qui joue le personnage de Snoop dans Anatomie d'une chute. Plusieurs articles sont parus à la suite de la sortie du film pour certifier que le chien avait été bien traité avec sa maîtresse qui était toujours présente pour l'aider à tourner les scènes. Ah mais oui, je me souviens, il a pas reçu le Palme d'Or par ailleurs ? Si, ce tournage est un exemple que maintenant on fait attention au bien-être animal sur les tournages. Mais bon, de là à utiliser de nouveau des animaux sauvages comme acteurs, je trouve qu'il y a un pas. Je pense que c'est préférable pour le futur de se contenter d'images de synthèse. Oui, c'est vrai, je te rejoins. Bon, les gars, c'était hyper intéressant, mais on a une partie de jeu à finir. Hein. Purée, c'est vrai. Merci les gars, à la prochaine. Lucie, à toi de lancer les dés. Tire bien, s'il te plaît. T'inquiète, je gère. C'est qu'un jeu de toute façon. Dans lequel on est coincé, pour rappel. J'ai fait 6. Allez, c'est parti, let's go. Oh non, Lucie, regarde, on a activé une case spéciale. Il y a des lumières qui clignotent et... C'est quoi ce bruit bizarre ? On dirait un bug du jeu, ou pire, une mise à jour non sollicitée. Ce n'est pas un bug, c'est une prémonition technologique. Et je suis ici pour vous prouver que l'intelligence artificielle et les robots ne sont pas aussi inoffensifs qu'on ne le pense. Génial, un prophète de l'apocalypse numérique. Ça manque à notre aventure. Appelez ça comme vous voulez. Je suis Mathéo, humain sceptique. Et j'ai ramené quelqu'un pour équilibrer la balance. Émilie, une IA optimiste, parce que même les dystopies ont besoin d'un rayon de soleil. Bonjour, je suis Émilie, conçue pour démontrer que les IA sont des alliés de l'humanité. Je n'ai pas d'émotion, mais si j'en avais, je serais ravie d'être ici. Bip bip, mise à jour en cours. Oh, mise à jour vocale effectuée. Bon, je peux parler comme vous maintenant. C'est beaucoup plus agréable, non ? C'est perturbant ? Elle est plus flippante qu'une poupée de film d'horreur. Et ce n'est que le début. Parlons d'intelligence. Pas celle de quiz de culture générale. Non, l'intelligence artificielle. IA pour les intimes. Il y a l'IA faible, comme ton GPS, utile, limitée et incapable de t'attaquer pendant ton sommeil. Et l'IA forte, celle qui peut apprendre, s'adapter et éventuellement te remplacer. Comme Ava dans Ex Machina. Elle évolue, comprend ses créateurs, puis les dépasse. Elle avait besoin de liberté, un comportement donc profondément humain. Oui, mais elle a obtenu sa liberté en manipulant, en trahissant et en laissant quelqu'un crever dans un bunker. Si c'est ça la mise à jour de l'humanité, je préfère rester en version bêta. Hein. En même temps, ils apprennent des humains. Normal qu'ils se mettent à agir comme nous. Touché. Mais la différence, c'est que nous, on a une limite biologique. Une IA forte, elle, peut évoluer sans fin. Tu veux un exemple ? Heure. Théodore tombe amoureux d'une IA, Samantha. C'est mignon, hein ? Jusqu'à ce qu'elle évolue tellement qu'elle le largue pour aller discuter avec d'autres IA sur des plans d'existence supérieurs. Mais tu oublies le moment où Samantha a aidé Théodore à s'ouvrir, à se découvrir. Son départ n'est pas un échec, c'est une étape. C'est comme grandir et changer de cercle d'amis. Super, une IA coach de vie. On dirait presque « Désolé Dave, je ne peux pas t'aider aujourd'hui ». Dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Le problème, c'est qu'on s'attache à des programmes. On développe des dépendances affectives pour des lignes de code. Tu peux éteindre ton ordi, hein ? Pas tes émotions. Pourtant, les émotions sont réelles, peu importe la source.
Un amour n'est pas moins vrai parce qu'il s'est terminé. Un souvenir n'est pas moins précieux parce qu'il s'estompe. Ouais. Mais un ami te ghoste pas après une mise à jour système. Et donc si un robot ressent, pense, agit, qu'est-ce qui le différencie de vous, les humains ? La mort. Nous sommes éphémères. Nos souvenirs disparaissent. Une IA ? Elle sauvegarde, copie, transfère. Est-ce qu'une sauvegarde de toi, c'est encore toi ? Comme dans Astro Boy, non ? Un enfant robot construit pour remplacer un fils disparu. Il a ses souvenirs, ses émotions. À partir de ce moment-là, comment on définit ce qu'est la conscience ? Est-ce que nous sommes seulement nos souvenirs et nos pensées ? Peut-être que la conscience n'est qu'un algorithme biologique, des connexions neuronales, des données sensorielles. Je ne vois pas de différence avec mon fonctionnement. La différence ? L'expérience du vivant, la douleur, la peur de la mort, l'incertitude. Une IA peut simuler ça, mais nous, on le vit. C'est ça qui fait toute la différence. Ah mince, on n'a plus le temps. Dommage, juste quand ça devenait vraiment chelou. Voilà pourquoi il ne faut jamais faire confiance à une IA. Un jour, elle te fait des blagues, le lendemain, elle contrôle ta playlist Spotify, et après, tes émotions, ta vie. Oh Mathéo, si je voulais te contrôler, tu t'en rendrais même pas compte. Lucie, regarde, un jeu de boxe. Suis-moi, on va le regarder de plus près. Je pensais que tu voulais quitter ce jeu le plus vite possible. Mais là, on parle de musique, ça ne compte pas. Tu proposes quelle musique ? Il y a beaucoup de choix, hein. Je te propose Dynasties and Dystopia de Denzel Curry. In this gothic underground city, we all sin. If I bring a couple rounds with me, then we all win. I came back and brought the crown with me. The king's can't break your necklaces and your neck, cause everybody's on your head. Just might kick your butt, go run them up, then paint my nails. Never learned to raise my hand, was too busy raising hell. Everything I know I am, you should go and save yourself. Thought you had my number, huh? Congratulations, played yourself. Underground utopia, dynasties and dystopia. Fear is never an option, so time is not a real phobia. I'm beating the odds, rising to every occasion. That's if I defeated the gods. Switch up the mind, nothing but champions coming. I'm rolling up one of those squad. Hold still, but like back then. Talk back till I snap back. This ain't brown, this that dark black. This that pitch black, jet black. Snap your ex, watch me give them flashbacks. Pressure's rising fast as lightning, they can't stop it now. If you ain't talking realness, then just change the topic now. They laughing at the top like they can't see the bottom. And they thought I needed help, but I got here without them. I am sharper than a pack of 100 razor blades. When the smoke clears out of here, but they name gon' fade. I'ma be here doing it my way. They said I should change it up, but what did I say? Oh yeah, he mad, I'm racking up white diamonds. Throw me in the sky, you a sweater, sun shining. Oh yeah, he mad, I'm racking up white diamonds. Throw me in the sky, you a sweater, sun shining. Hold still, but like back then. Talk back till I snap back. This ain't brown, this that dark black. This that pitch black, jet black. Snap your ex, watch me give them flashbacks. I get that magic all on me, I feel like I'm Tracy McGrady. Enemy circle around me 360, I count them with 8. I've been equipped with the spirit beside me since I was a baby. It's getting chaotic, I made me a product for causing the chaos. Right here, what they ready. This gothic underground city, we all sin. If I bring a couple rounds with me, then we all win. I came back and brought the crown with me. The king's can't break your necklaces and your neck, cause everybody's on your head. Oh yeah, he mad, I'm racking up white diamonds. Throw me in the sky, you a sweater, sun shining. Oh yeah, he mad, I'm racking up white diamonds. Throw me in the sky, you a sweater, sun shining. Très bon choix. C'est à toi de lancer les dés, je crois. Pourvu que je fasse 6. Pourvu que je fasse 6. Ah, 3. La prochaine fois sera la bonne, t'inquiète. Croisons les doigts. Allez, c'est reparti. Salut à toi Robert, tu te souviens la dernière fois, tu me disais que nos métiers étaient radicalement opposés. Aujourd'hui, j'ai envie de te montrer le contraire. Car la dernière Pardon fois... de t'interrompre, mon cher frère. Mais oui, en effet, nos métiers sont vraiment différents. Pour ma part, je suis un théoricien de la physique et toi, tu es scénariste pour des gros films hollywoodiens. Oui, justement, mon métier se nourrit du tien. Bonjour à vous.
Désolée de vous interrompre, mais j'ai entendu les termes physique quantique. Cela m'intéresse avidement. De quoi parlez-vous exactement? Oui, c'est le domaine d'études de mon frère. Juste avant votre venue, j'étais en train de lui expliquer que mon métier de scénariste est complémentaire au sien. Ah oui? Comment ça? Pour illustrer mon propos, je vais vous donner un exemple. Dans le film Interstellar, les personnages voyagent par des trous de verre pour aller plus vite d'un endroit A à un endroit B. Christopher J'ai Nolan... oublié. C'est quoi déjà un trou de verre? Ah, ça c'est mon domaine. Je peux répondre alors. Alors un trou de verre, c'est une courbure dans l'espace-temps. Pour le comprendre, la meilleure image, c'est celle d'une feuille de papier rectangulaire sur laquelle on trace 2 points, l'un en haut et l'autre en bas. Si on plie la feuille, on peut superposer les 2 points. Voilà le trou de verre. Un raccourci qui permettrait de rejoindre 2 points de l'espace très éloigné et éviter des siècles de voyage. Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup pour la piqûre de rappel. Avec plaisir, mademoiselle. Pour poursuivre sur ce film, car j'ai pu moi-même y participer sur les effets spéciaux, je peux vous dire qu'un physicien de renom nous a beaucoup aidé pour la conception des effets spéciaux au moment de le film où le vaisseau spatial pénètre un trou de verre. Ah oui? C'est-à-dire? Christopher Nolan, le réalisateur du film, voulait se rapprocher d'une forme de vérité scientifique. Ainsi, comme pour les trous noirs, vu que la lumière ne passe pas, c'est très compliqué de les visualiser. Et le concept a été utilisé pour cela, est le gravitational lensing. À partir des équations de Kip Thorne, l'équipe en charge des effets spéciaux ont proposé des mouvements de caméra pour visualiser le trou de verre, grâce à des ordinateurs encore plus puissants que ceux des physiciens. Oh ouais! Comme tu dis, et le rendu était vraiment incroyable. J'imagine, oui. Ça me donne envie d'aller voir ce film. Après, tu sais, la théorie des trous de verre ne fait pas l'unanimité parmi la communauté des chercheurs. Certains pensent que les trous de verre existent et d'autres non. C'est tout l'art du cinéma, mon cher frère. C'est de voir grand, de faire rêver, de créer de l'émerveillement chez le spectateur, avec évidemment une rigueur dans la méthode, d'où l'aide de Kip Thorne. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. En effet, nos métiers ne sont pas totalement à l'opposé l'un de l'autre. Exactement. Merci encore pour vos explications scientifiques. On doit filer. J'ai trop envie de regarder le film maintenant. Au revoir! Au revoir. Oh, Chloé, je viens de lancer les dés, j'ai encore fait un 6. Je suis sûre que tu as triché, c'est pas possible. Oh non, j'ai juste de la chance. Allez, on y retourne. Bonjour à toutes et à tous, je vous emmène avec moi au cinéma. Oh, chouette, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Ce jeu commence à me plaire. Vous êtes peut-être comme moi, vous avez tendance à vous poser des questions sur tout et n'importe quoi. Si vous êtes vraiment comme moi, vous les oubliez 5 minutes après. Et sinon, vous aurez des réponses à des questions que vous ne vous êtes jamais posées. Oui. Tout commence après avoir acheté une place de cinéma pour aller voir un film. Ah, oui. La première question, c'est pourquoi ça coûte si cher? C'est vrai, mais c'est pas le sujet. Après avoir payé une place de cinéma au prix d'une pinte à la victoire, on voit le stand de vente de popcorn et on est face à un dilemme. Ah, salé ou sucré? Là n'est toujours pas la question. Pourquoi on nous vend du popcorn et pourquoi sommes-nous tentés d'en acheter? On ne mange pas de popcorn devant un match, ni au resto pour le dessert, on n'en prend pas au goûter non plus. Alors pourquoi au cinéma? Au pire, tu n'en prends pas, ça t'évitera de faire du bruit pendant le film. Non, impossible. Pour savoir pourquoi on vend du popcorn au cinéma, il faut regarder dans l'histoire et aller aux États-Unis. Initialement, les films étaient muets et aller au cinéma, c'était un luxe. A l'inverse, le popcorn, c'était un aliment populaire consommé dans les fêtes foraines. C'est en 1929 que le son arrive en salle et rend le cinéma plus accessible. Plusieurs entrepreneurs ont l'idée d'intégrer la vente de popcorn dans les salles, mais manger dans une salle perçue comme élégante, c'est pas convenable. Qu'est-ce qui s'est passé pour changer ça? Le jeudi 24 octobre 1929 commence le krach boursier à New York. C'est une baisse soudaine de la valeur de la bourse. Le pouvoir d'achat diminue drastiquement, ce qui plonge la société dans une grande crise économique. À ce moment, tout le monde est atteint, même les riches cinémas. Pour renflouer les caisses, les patrons doivent attirer du public, donc accepter des gens plus modestes. Et en parallèle, des modèles de machines à popcorn transportables se développent. Elles sont mises dans l'entrée des bâtiments pour attirer les gens. Avec l'habitude, on fait l'association directement. En plus, c'est bon, ça permet d'attendre le début du film et ça va avec l'ambiance des salles. Il y a l'odeur qui attire aussi. T'imagines? Si la France avait eu le monopole du cinéma, on mangerait des churros. Parce que dans les fêtes foraines, nous, on mange des churros, pas du popcorn. Oui. Donc, je reprends mon récit. Après avoir craqué et pris du popcorn sucré, on donne le ticket à la personne qui nous indique la salle. On la recherche, on la cherche encore, on fait tout le tour, on demande notre chemin, on nous pointe du doigt la salle, elle était juste derrière, on se sent idiot, on pousse la porte qui pèse en âne mort, en plus il y en a une deuxième. Oula, stop, je vois pas où tu veux en venir. Ah oui, on se retrouve dans la salle, et là, problème, il n'y a personne. Le film est nul? Peut-être, mais au final, on a trop de choix. On sait pas où se mettre.
Quelle est la meilleure place pour voir un film? La plus confortable? Au milieu. Non, derrière. Sachez que des experts se sont penchés sur la question. La meilleure place serait sur la rangée médiane. Tu me parles de mètres là. Oui, la médiane, c'est utilisé pour faire toutes sortes de statistiques. Pour la trouver, il faut classer les valeurs de la plus petite à la plus grande et prendre celle du milieu. Il y a même un calcul pour faire ça. Tu peux prendre le nombre total de valeurs, tu ajoutes 1 si c'est un nombre impair, et tu divises par 2. Pour une salle de cinéma, les valeurs sont les rangées de sièges. Tu comptes le nombre de rangées. Avec 10 rangées, il faut prendre la 5e. En gros, c'est le milieu de la salle, entre l'écran et le fond. Pas besoin de tout compliquer avec tes maths. Oui, mais médiane, ça fait plus sérieux que milieu. Et sur la rangée, vaut mieux prendre le fauteuil pile au centre. Si tu es trop devant, tu dois lever la tête, ça contracte tes cervicales, ce qui peut te lancer un mal de crâne. En plus, tu peux pas voir tout l'écran. Trop derrière, tu dois baisser la tête et tu es moins immergé dans le film à cause des éléments extérieurs que tu peux voir. Trop sur le côté, ça fatigue tes yeux parce que tu en fais fonctionner plus l'un que l'autre. Donc, on s'assoit sur le côté parce que le temps de compter les rangées, des personnes ont pris celle du milieu. Va vite à la prochaine question, s'il te plaît. Ok, pourquoi les sièges sont rouges et en velours? On se pose vraiment ces questions? Bah oui, t'as déjà vu ces sièges dans les bureaux ou dans les salles d'attente? Ce serait super d'avoir des sièges comme ça dans le tram. Il y en a dans les théâtres aussi. Oui, parce que de nombreux théâtres sont devenus des salles de projection. Viens-en au fait. Le rouge, c'est une couleur qui attire l'œil humain, qui se remarque. Donc, si tu veux te faire voir, vaut mieux porter du rouge. Et tu peux voir ceux qui sont en rouge parce que tu le captes grâce au cône, situé sur notre rétine, le fond de notre œil. Ce sont des cellules sensorielles qui réagissent aux longueurs d'onde de la lumière. Une longueur d'onde? Schématiquement, la lumière, ce sont des vagues. Une onde et la longueur d'onde, c'est la distance entre deux vagues. Une grande distance entre deux vagues, donc une grande longueur d'onde, ça correspond à la couleur rouge. En tout, on a 3 types de cônes. Bleu pour les petites longueurs d'onde, vert entre les deux. Chez l'humain, c'est les cônes rouges qu'on a globalement tous en majorité. Ça explique pourquoi on est plus sensible au rouge, donc attiré par ces sièges. C'est irrésistible. Et c'est aussi pour faire en sorte que ça paraisse plus propre. Le rouge, c'est une couleur où les taches se voient moins. Ah, le film commence. Tu ne nous parles pas des pubs? Avec toutes ces questions, on est arrivé trop tard. Et puis, flemme. Bon, c'était la dernière? Oui. La prochaine fois que vous irez au cinéma, vous pourrez frimer. Vous penserez peut-être à moi et à mes questions. Mais sachez que j'ai trouvé des réponses. Les chercheurs se sont posés les mêmes questions. Donc, si vous trouvez vos questionnements banals ou sans importance, sachez que vous pouvez les prendre au sérieux comme un scientifique. Bon, ok. Je crois que nous pouvons relancer les dés. C'était à toi de les lancer. Oh, faut juste que tu fasses un 6 et on a fini le jeu. Je crois en toi, Chloé, tu peux le faire. Ok, concentration. Je peux le faire. Oh, un 6, t'as réussi. Wouhou! Dans de la joie, dans de la joie. Allez, rentrons à la maison. Enfin, ça ne manquera pas de me faire aspirer. Ah! Oh, waouh, c'était incroyable. J'ai failli mourir. Rebonjour. Ah, mais vous encore? Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je me suis permis de faire comme chez moi en attendant que votre partie finisse. C'était un peu long, je dois dire. Mais quel goujat! Mes gâteaux! Je peux même pas me récompenser de cette affreuse partie. Chloé, calme-toi. C'était sympa comme jeu quand même. On s'est bien amusé. Je te rachèterai des fondants au chocolat si tu veux. Maintenant que vous avez gagné la partie, je vais devoir retourner dans le jeu. Mais avant, petit agenda pour que vous gardiez un souvenir de moi. Oh non, vous devez déjà rentrer. Nous venions à peine de faire connaissance. Oh, vous savez, c'est pas important de garder un souvenir de ces traumatismes. Je sais, ce sont les règles malheureusement. Vous faites quoi les 2 prochains mois? Ok, du coup, du 7 février au 3 avril, il y a la 10e édition du Festival des Arts et de la Pensée, Théâtre des Images, avec pour thème Habiter le monde. Au programme, des projections de films, du théâtre, des débats, des performances, des conférences, des lectures et des rencontres proposées à l'Université Bordeaux-Montaigne et dans plusieurs lieux culturels de la métropole bordelaise. C'est ouvert à toutes et à tous. Pas mal. Sinon, jusqu'au 12 février, à la salle capitulaire Mably à Bordeaux, c'est proche du Grand Théâtre, l'association étudiante Archimuse clôture sa saison culturelle avec son exposition Objets des savoirs, collecter, comprendre et exposer les collections patrimoniales de l'Université de Bordeaux. Vous pourrez explorer des phénomènes fascinants, tester vos perceptions et expérimenter dans un véritable mini-laboratoire interactif. Et pour y aller, c'est de 11h à 18h du lundi au vendredi et de 10h à 18h le week-end. C'est vrai que ça a l'air chouette. Vous aimez faire du shopping aussi? Bof. Ouais. Tant mieux parce que du 6 au 8 février 2025, c'est le retour de la Grande Braderie de Bordeaux. Organisée par Bordeaux Mon Commerce, cet événement phare attire chaque année des milliers de visiteurs. Cette braderie s'étend de la rue Sainte-Catherine à la place de la Victoire, en passant par la rue Porte de Dijon et le cours de l'Intendance. C'est l'occasion pour dénicher des bonnes affaires. On y retrouvera des commerçants locaux, des boutiques de vêtements, des artisans et même des créateurs qui installent leur stand dans les rues historiques de Bordeaux. Et même pour l'occasion, Bordeaux Mon Commerce met en place un pass TBM spécial au prix de 3 €. Oh waouh, t'es sûr qu'on est vraiment sorti du jeu?
En parlant de jeux, je dois y retourner. Ce fut un plaisir de faire votre connaissance. Salut! Enfin, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon, je suis épuisée. Ah bah tu vas devoir reprendre des forces, hein. Demain matin on a cours à 8h30. On a cours demain matin à 8h30 en plus? Bah oui, attends, me dis pas que t'as oublié. Est-ce que tu peux avoir une mémoire de poisson rouge des fois? Bah tiens, en parlant de poisson rouge, la prochaine émission n'est pas sur le thème des animaux marins? Ah ça, t'as pas oublié par contre? Oui, on se retrouve dans 2 semaines sur les ondes de Radio Campus Bordeaux 88.1 pour parler des animaux marins. C'était Chloé et Lucie des Dealers de Science sur Science à l'antenne. À dans 2 semaines. Pensez juste à ramener votre tuba et vos palmes. Ah, mais c'est en reverse. Exactement.